Bonjour, c'est Jean-Michel Jarre et j'ai le plaisir de faire ce commentaire audio et de partager cette soirée et ce DVD avec vous. Il était 20 heures dans la Cité Interdite, devant la porte de la Cité Interdite, et l'orchestre qui joue une des compositions que j'ai faites et répétées avec cet orchestre spécialement pour l'occasion, est, à mon avis, un des 5 meilleurs orchestres symphoniques au monde. C'est l'Orchestre symphonique de Pékin, et qui aussi bien techniquement qu'artistiquement, est certainement un des orchestres les plus cohérents de la planète. En effet, un orchestre symphonique n'est pas une somme d'individus, mais comme une sorte de gigantesque instrument fait de différents instruments, et donc doit sonner de manière unique. D'où l'importance du chef d'orchestre, et souvent on peut d'ailleurs sentir la différence de telle ou telle direction suivant la personnalité du chef qui va faire jouer ce gigantesque instrument d'une manière ou d'une autre. Alors, l'orchestre symphonique est placé sur la scène du côté cour, c'est-à-dire à la droite de la scène quand on regarde la scène, et puis sur le côté jardin, c'est-à-dire à la gauche de ma scène, se situe l'orchestre traditionnel de Chine, qui est un orchestre
un orchestre symphonique, mais qui est composé de musiciens qui jouent d'instruments traditionnels chinois, comme le violon chinois qui s'appelle le héru, qu'on va voir beaucoup pendant ce concert, la pipa, le zhang, qui sont des différents instruments qui se rapprochent de la sitar ou d'instruments avant que nous connaissons, mais qui sont vraiment d'une lutherie très particulière. Et évidemment, le meilleur orchestre traditionnel chinois, on le trouve à Pékin, et c'est celui avec qui j'ai eu le plaisir et l'honneur de partager cette scène devant la Cité Interdite pendant d'ailleurs plusieurs nuits, puisque ce concert, au moment où on le partage ensemble, était retransmis en direct par CCTV pour près de 1 milliard de Chinois, ce qui était un événement sans précédent en Chine, puisque c'était la première fois que la Chine décidait de retransmettre une manifestation culturelle en direct à la télévision et surtout sur la chaîne CCTV1, qui est la grande chaîne nationale, qui n'est pas liée nécessairement destinée aux manifestations culturelles, aux concerts ou aux films, mais qui est vraiment une grande chaîne nationale généraliste, qui est reçue donc dans chaque village de Chine. Nous commençons là le deuxième morceau du concert, qui est en fait mon entrée, avec un morceau de mon nouvel album qui est sorti donc quelques semaines avant le concert, qui s'appelle Aéro. Et ce morceau d'ailleurs est le titre éponyme de l'album, qui s'appelle Aéro, et qui est un titre que j'ai vraiment conçu et enregistré en 5.1. Le 5.1 Dolby Digital est évidemment une technologie qui est connue des gens qui achètent des DVD, puisque peut-être qu'au moment où vous m'écoutez ou vous regardez ce DVD, vous êtes vous-même équipé en 5.1, c'est-à-dire avec le son cinéma, les 5 haut-parleurs et le caisson de basse qui permettent de restituer l'atmosphère d'une salle de cinéma, et qui, pour la première fois, est une technique que j'ai utilisée pour un concert en extérieur, en direct. Le public qui est devant cette scène, devant la Cité Interdite, en fait partage et écoute le concert en live, donc en 5.1. On a travaillé pendant 6 mois sur cette installation qui était unique au monde, avec d'ailleurs une équipe et une technologie française, une PME qui s'appelle Vedosk, qui produit probablement à l'heure actuelle les meilleurs systèmes de sonorisation en extérieur, et notamment pour le 5.1. Et on a travaillé ensemble, donc disais-je, pendant à peu près 5-6 mois pour mettre au point la manière de diffuser le 5.1 d'une manière optimale pour le grand nombre de personnes qui se trouvaient devant la scène. Et on a opté pour un système assez original. Au lieu d'avoir une sonorisation globale comme on la voit pour les concerts de rock habituels, c'est-à-dire avec un stack de son d'un côté et un stack de son de l'autre côté de la scène, et on a divisé le public en carrés de 30 mètres par 30 mètres, ce qui représente à peu près une quantité de 3000 personnes, pour reconstituer au fond une série de mini-salles de cinéma. C'est une véritable première en matière de concert qui, je pense, devrait se populariser dans les années à venir, parce que ça change vraiment la manière d'une part, dont on reçoit la musique pour le public, et d'autre part aussi, dont on la joue sur scène pour ce public. Et le résultat, je crois, a été assez extraordinaire. Je pouvais même me rendre compte, moi, depuis la scène, parce que vous savez que finalement, ceux qui écoutent ou qui entendent le moins bien sont ceux qui sont sur scène dans ce genre de situation. Et en ce qui me concerne, j'ai des oreillettes, ainsi que les chefs d'orchestre et les musiciens qui m'accompagnent, qui sont des oreillettes HF, qui me permettent d'entendre en permanence non seulement ce que je fais, d'avoir un mixage particulier pour les interventions vraiment que je suis en train de faire en ce moment, qui me permettent moi d'avoir un mixage totalement différent de ce que le public va avoir, puisque le public doit avoir un mixage musical, alors que le mien est un mixage plutôt technique, où mes interventions doivent être plutôt devant pour que j'entende bien ce que je suis en train de faire. À propos d'intervention, voici ma première intervention en chinois. Il a fallu que j'apprenne quelques mots de chinois parce que je ne parle pas le chinois. Et c'est
ce qui est compliqué dans la langue chinoise, c'est l'intonation. C'est-à-dire que vous pouvez très bien répéter des mots qu'on vous dit, mais l'accent est tellement important que vous pouvez carrément dire le contraire de ce que vous voulez dire, ou quelque chose qui n'a rien à voir, simplement si l'accent n'est pas bon. J'ai donc répété dans les nuits et les jours qui ont précédé le concert différentes phrases qui me semblaient adaptées à la situation d'un public chinois qui se trouve d'abord en direct, qui se trouve physiquement présent à la Cité Interdite, et puis aussi adapté aux téléspectateurs aussi chinois qui sont derrière leur poste de télévision. Le morceau suivant est une version que j'ai complètement transformée d'un morceau et d'un disque que les Chinois connaissent bien, qui est Oxygène, et c'est la partie 2 d'Oxygène que j'ai vraiment voulu partager avec les musiciens chinois. C'est d'ailleurs une des idées principales de ce concert, c'était de partager la scène avec des différents intervenants chinois, différents artistes, et d'ailleurs de les impliquer, de collaborer avec eux, d'établir pratiquement une complicité personnelle. Et cette introduction d'Oxygène 2 en témoigne, puisqu'on a d'un côté Sheng Ling, une très grande joueuse de héru, le violon chinois, qui donc violon chinois symbolisant la Chine du passé ou la Chine traditionnelle, et puis moi-même qui joue d'un instrument très particulier qui s'appelle le iwi, qui est un instrument qui est une flûte électronique, qui peut aussi bien avoir d'ailleurs un doigté de flûte qu'un doigté de sax, et duquel je sors, ou de laquelle je sors, des sons que j'ai fabriqués, qui est un mélange de trompe et de flûte, enfin un mélange assez hybride de sons d'instruments à vent, et qui a une particularité de descendre très très bas dans le grave, ce qu'un instrument acoustique ne peut pas faire. Et donc d'une certaine manière, il y a cette espèce d'opposition aussi, et je dirais yin et yang, dans le son, entre le son de ce héros qui est presque comme une voix de femme, très plutôt dans l'aigu, et puis le son de la flûte électronique qui, elle, se situe plutôt dans le grave. Et ce contraste, en fait, entre la modernité et puis la tradition, c'est un petit peu l'idée globale de ce projet. La scénographie elle-même, comme on peut le constater, et justement s'appuie sur ce contraste entre une structure géométrique de scène très futuriste, très pure, qui est constituée de modules, de grands modules de cylindres, de cônes, de sphères, qui, j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, est constitué d'air, tout simplement. Ce sont des grands modules gonflables qui contrastent évidemment avec l'architecture chinoise traditionnelle de la Cité Interdite, qui est sans doute la plus pure, puisque c'est le monument le plus connu et qui symbolise vraiment la période impériale chinoise. Et ce mélange de modernité et de tradition, de passé et de futur, de high-tech et de classicisme, au fond, symbolise à la fois l'arrivée de l'Occident, la célébration d'un pays comme la France, qui est connu aussi pour son goût de l'innovation, vers une Chine traditionnelle, mais aussi symbolise aussi ce qu'est la Chine aujourd'hui, c'est-à-dire ce pays qui fait le grand écart constant entre son passé, sa mémoire, et puis une envie d'exploser, et un pays qui explose pas seulement sur le plan économique, mais on le voit aussi sur le plan sportif, sur le plan musical, sur le plan du cinéma, sur le plan des arts plastiques. Et il me semblait que c'était intéressant d'établir une passerelle artistique entre cette nouvelle génération chinoise de musiciens, de peintres, de plasticiens, et puis nous-mêmes, sans arrogance, mais en venant partager cette soirée avec eux. Ce morceau est un morceau que j'ai déjà joué en 1981 lors de mon premier concert en Chine,
puisque j'ai eu le privilège d'être le premier artiste occidental à jouer dans la Chine de l'après-Mao, juste après la chute de la bande des quatre, et dans une Chine totalement différente, où à l'époque les Chinois étaient tous vêtus de vert et de bleu. Il y avait que les enfants de moins de 5 ans qui avaient le droit de porter des couleurs, donc cette espèce de tableau très, très surréaliste, très poétique, de foule bleue et verte, avec des taches de couleurs comme ça, plutôt impressionnistes, d'enfants multicolores. Et évidemment, c'est une Chine qui a totalement changé, totalement évolué. J'ai eu l'occasion de venir en Chine souvent depuis les années 80, et notamment pour préparer ce concert depuis 1 an et demi. Et à chaque fois que je suis venu, je me suis aperçu que la Chine changeait complètement. C'est-à-dire que même les rues se transformaient, les gens se transformaient. C'est vraiment un pays en pleine mutation. Et c'est vraiment là où il faut se tourner, qu'on soit artiste, qu'on soit scientifique, qu'on soit tout simplement européen. Je pense qu'aujourd'hui, c'est définitivement plus vers la Chine qu'il faut se tourner que vers les États-Unis ou vers n'importe quel autre endroit. Et ce concert, en tout cas, je crois, contribue à le montrer. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de difficultés pour monter un concert comme ça, vous pouvez l'imaginer. Mais en même temps, il y a une bonne volonté du côté chinois. Il y a un professionnalisme absolument incroyable, une détermination. Les 35 heures ne sont pas connues en Chine, ou alors c'est 35 heures par jour. C'est-à-dire qu'il y a une telle obstination à bien faire, et on pourra s'en rendre compte tout au long de ce concert. Les gens qui sont là sont les meilleurs dans leur spécialité, et on sent qu'ils ne vivent que pour ça, que pour faire mieux. Enfin, comme un artisan qui rêverait de faire un jour, qui fabrique des tables ou qui fabrique des chaises, et qui rêverait un jour de faire la table idéale ou la chaise idéale, et qui ne fera que ça d'une certaine manière toute sa vie. Et c'est un résultat collectif évident, c'est que le résultat d'un orchestre, le résultat de sportifs, on peut le voir aux Jeux Olympiques par exemple, eh bien, est tout à fait époustouflant, et que ce soit sur le plan technique que sur le plan de l'expression artistique. Ce morceau, sur le plan visuel, comme chacun des morceaux d'ailleurs, j'ai essayé de réfléchir à comment à la fois évoquer une présence française sans tomber dans un son et lumière, sans tomber dans de l'évocation directe, pure et dure, et en même temps en la mettant toujours cette évocation de notre identité française en perspective avec la Chine. Donc soit quelquefois de manière abstraite ou graphique, en traitant cela sur le plan de la lumière, soit sur le plan du contenu vidéo. Et j'ai travaillé pour cela avec une équipe française et chinoise d'ailleurs, notamment avec un vidéaste qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Ange Leccia, qui est un très grand vidéaste français, qui a créé plusieurs vidéos, notamment celle d'Oxygène 2, et puis celle qu'on va voir aussi sur ce morceau que je jouais pour la première fois sur scène, qui s'appelle Geometry of Love, qui vient en fait après Oxygène 4, qu'on entend maintenant, autre morceau d'Oxygène, bien entendu, et sans doute la partie de l'album la plus connue, aussi bien, je dirais, en France qu'en Chine, et aussi dans une version qui était un petit peu retransformée pour l'occasion. Sur scène d'ailleurs, j'expérimentais une autre manière de jouer ma musique, d'une manière plus intimiste, avec en fait principalement un seul autre musicien qui est Francis Rimbert, qui travaille avec moi depuis plusieurs années. Et en fait, on est deux sur scène avec un certain nombre de claviers, et un petit peu comme une performance qui est entre la performance d'un DJ et de musiciens plus traditionnels.
Et je trouve que ça fonctionne plutôt mieux que la composition d'un orchestre type orchestre de rock ou de pop traditionnel avec un bassiste et un batteur. Je trouve qu'aujourd'hui, notamment par rapport à la musique que je fais, qui souvent est faite de sons notamment pour la rythmique, le fait de remplacer ces boucles rythmiques qui sont des boucles électroniques et qui ont justement leur identité à cause du son qui est, qui est donc travaillé en studio, qui a donc un réel intérêt sur le plan de sa texture, de faire rejouer ces boucles ou ces loops par un batteur, souvent tire le morceau dans une autre direction, souvent un peu trop pop ou un peu trop rock, qui dénature un petit peu la manière dont j'ai envie de partager ma musique avec le public. Et c'est, je crois, peut-être une erreur que j'ai pu commettre dans le passé, de vouloir en fait adapter la musique que je fais, qui est une musique purement électronique, sur une scène d'une manière un peu trop rock. Et je suis plutôt plus satisfait de la manière dont l'architecture des instruments et de la manière dont les instruments sont disposés sur scène, la manière dont je joue aujourd'hui, plutôt que ce que je faisais il y a quelques années. Et ça permet aussi une connivence avec des invités, avec l'orchestre symphonique par exemple en l'occurrence, un petit peu plus grande, et un décalage aussi qui me semble aussi intéressant visuellement. Les écrans qu'on voit, avant de parler des grands modules que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, les écrans qu'on voit autour de moi et autour de Francis Rimbert, sur la scène centrale, ce qu'on voit maintenant, sont en fait des écrans plasma qui reprennent les images vidéo qui ont été créées sur les grands cônes et les grands modules qui entourent la scène, et qui sont retraités en direct sur scène. C'est-à-dire que il y a une déclinaison et un rapport constant entre les images géantes, si on peut dire, sur les modules qui entourent la scène, et les images qu'on voit sur les écrans plasma. En ce qui concerne ces modules, je voudrais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit plus en détail. En fait, j'ai eu cette idée pour plusieurs raisons. D'abord, je suis ambassadeur de l'UNESCO depuis maintenant une douzaine d'années, et je travaille notamment sur la sauvegarde du patrimoine, ce qu'on appelle le patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de bâtiments, de monuments qui sont en danger de mort dans le monde. La Cité Interdite en fait partie. C'est un bâtiment qui est extrêmement ancien, qui est fait en bois, qui s'abîme tous les jours, un peu comme Venise ou le Mont-Saint-Michel. Et il n'était donc pas question de détériorer de quelque manière que ce soit les murs de la Cité Interdite en s'appuyant avec des échafaudages, par exemple en métal de plusieurs tonnes, qui auraient évidemment abîmé, détérioré l'environnement. Donc j'ai eu l'idée de concevoir des modules gonflables, remplis d'air par définition, qui évidemment n'allaient absolument pas abîmer le site. L'autre avantage, c'était le fait que les échafaudages là-bas en Chine étaient très difficiles à trouver, paradoxalement, que d'autre part, le 1er octobre étant la fête nationale, et une fête nationale particulière puisqu'il s'agissait du 55e anniversaire de la fête de la Révolution, donc il y avait énormément d'échafaudages utilisés déjà dans le reste de la ville et du pays. Donc on a décidé de construire ces modules en France et de les amener avec nous. Car l'avantage d'un ballon, c'est que ça ne prend pas de place et qu'on peut pratiquement les mettre dans une valise. J'exagère à peine. Pas de grandes valises en tout cas. Et l'autre avantage aussi, c'était de pouvoir projeter sur des supports des deux côtés, c'est-à-dire à la fois des projections frontales d'images et puis de vidéos haute définition, et puis en même temps de pouvoir aussi éclairer comme des sortes de grandes ampoules ces modules de l'intérieur. Donc deux styles de lumière tout à fait différents qui, je crois, fonctionnent très bien dans ce cadre.
Le morceau qu'on entend maintenant s'appelle Geometry of Love et c'est un nouveau morceau que j'ai voulu justement, j'ai voulu intégrer au programme parce qu'il me permettait d'accueillir un musicien qu'on voit maintenant qui s'appelle Lin Yuang, qui est un des fondateurs du rock chinois et qui a eu pas mal de démêlés avec les autorités puisqu'il était aussi de cette génération des étudiants de 89 qui ont vécu le Tiananmen sombre que nous connaissons et qui est le partenaire, je dirais, principal du grand rocker chinois Sui Jian qui est un peu l'équivalent du Bob Dylan chinois et qui lui a écrit l'hymne de Tiananmen en 89, qui est un très grand ami et qui devait jouer pour ce concert. Et on a eu une sorte de bras de fer, ou sinon de bras de fer de discussion profonde avec les autorités qui au départ ne voulaient pas entendre parler de ces trois artistes que sont Sui Jian, Lin Yuan qu'on est en train de voir et qui joue d'un instrument qui s'appelle le sona, qui est l'équivalent d'une clarinette ou d'un saxo soprane chinois, et aussi Sheng Ling qu'on a vu tout à l'heure jouer du héros, et j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure puisqu'elle vient plusieurs fois, elle apparaît plusieurs fois au cours de ce concert. Et ce musicien Sui Jian est un musicien qui maintenant peut à nouveau jouer en Chine, comme Lin Yuang d'ailleurs, mais comme ce concert au départ, le président chinois et le président Chirac devaient y assister, finalement ils n'y ont pas assisté pour des raisons de sécurité sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. C'était un petit peu trop d'un coup, c'est-à-dire le fait que d'un seul coup, une chose c'est qu'un musicien chinois aujourd'hui puisse s'exprimer et jouer en Chine, une autre c'est que le président de la République du pays soit assis devant lui et le reconnaisse, fasse plus que le reconnaître officiellement, c'est-à-dire partage pratiquement l'affiche avec lui. Donc ça, on en a convenu, mais en échange, j'ai exigé quand même que les deux autres musiciens, donc Lin Yuan qui joue du saxophone en ce moment, enfin du sona, et Sheng Ling soient à mes côtés pour cette soirée. Et c'est vrai que c'est tout un symbole, puisque c'est toute la génération des gens qui ont souffert du régime il y a une vingtaine d'années, qui se retrouvent aujourd'hui au cœur de la cité interdite, qui donc pour eux devient pour un soir la cité autorisée, si je puis dire. Et c'est tout un symbole aussi de voir ce musicien qui est un musicien soliste indépendant et tous les orchestres qui sont aussi les orchestres qui sont plus traditionnels, qui sont derrière lui, qui le regardent et qui savent ce que ça veut dire qu'il soit sur cette scène ce soir-là, sans oublier le fait qu'il ne joue pas que pour vous et pour les gens qui sont sur cette place, mais aussi devant 1 milliard de téléspectateurs chinois qui sans doute le voient pour la première fois à télévision. Après une courte intervention de ma part où je demande aux Chinois s'ils ont bien mangé, s'ils ont froid, sinon pas froid plutôt, ce qui est une tradition chinoise amicale, ça veut dire qu'on se préoccupe de son voisin. Il y a un court morceau qui me tient particulièrement à cœur, qui est joué à l'Orgue de Barbarie par Claude Samar, le coordinateur musical du concert. Orgue de Barbarie qui évidemment symbolise les rues de Paris et qui accompagne les images extraordinaires projetées sur la structure scénique des œuvres d'un peintre qui s'appelle Zhang Xiaogang, qui est un des chefs de file de la peinture contemporaine et qui fait tout un travail sur la mémoire et l'oubli. Deux thèmes qui sont évidemment totalement liés, on l'aura compris, à la Chine d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut oublier? Qu'est-ce qui doit rester dans les mémoires? Qu'est-ce qu'on vous empêche aussi d'oublier, etc. C'est un peintre qui travaille vraiment beaucoup sur ces visages que certains doivent avoir déjà repérés en Europe ou aux États-Unis, des visages qui sont on ne sait pas si ce sont des adolescents ou des gens qui n'ont pas vieilli. Tout ça est symbolique de la Chine d'aujourd'hui. Equinox 4 est un autre morceau très connu du public chinois, un morceau d'ailleurs que les Chinois avaient demandé de jouer pour ce concert.
Et il est aussi dans une version totalement différente de la version originale, qui est une version qui figure d'ailleurs dans l'album Aéro, qui est une version que j'ai totalement conçue en 5.1, notamment avec une loupe de percussion qui en fait se promène dans l'espace en 3 dimensions. Et toute cette technologie de 5.1 sur laquelle je travaille depuis maintenant 2 ans, pour moi est une véritable révolution. Ça fait maintenant des années que la musique que je fais, j'ai envie de l'entendre de cette manière-là. Et d'ailleurs, si j'ai fait au départ la musique que j'ai faite, la musique électronique, c'était avec l'idée de pouvoir être immergé dans le son, dans la musique, un peu comme d'avoir la tête à l'intérieur d'un tableau, c'est-à-dire d'entendre la musique en 3D. D'ailleurs, quand j'étudiais la musique électroacoustique avec Pierre Schaeffer au groupe de recherche musicale, on travaillait en multicanaux, c'est-à-dire avec des haut-parleurs qui étaient tout autour du studio. Et quand j'ai commencé à faire des disques, au fond, j'ai eu une certaine frustration à travailler en stéréo, c'est-à-dire avec 2 haut-parleurs devant moi, un petit peu comme une sorte d'écran sonore assez plat en 2 dimensions. Il a fallu que j'attende jusqu'à aujourd'hui, au fond, pour pouvoir retrouver les émotions qui m'avaient fait décider de faire cette musique-là ou de m'engager dans ce style musical-là plutôt qu'un autre. Ce morceau, qui est donc un morceau au fond dans sa structure qui est très latin et très européen, même si les instruments sont électroniques. Sur le plan visuel, j'ai travaillé avec donc ce vidéaste Ange Leccia, dont je vous ai parlé il y a quelques instants, qui a fait tout un travail sur les monuments de Paris que j'aime énormément et qui en fait est une sorte de balade poétique à travers l'architecture parisienne, que ce soit celle de Notre-Dame qu'on voit maintenant, ou des quais de Seine, ou du Moulin Rouge, enfin de tous les monuments et de tous les morceaux d'architecture qui font partie justement de notre mémoire. Quand on parle de mémoire et d'oubli, il y a des choses qui sont incrustées dans notre mémoire et dans une mémoire collective qui dépasse largement les rues de Paris et qui ce soir-là aussi hantait, si je puis dire, les rues de Pékin. Et encore une fois, de voir des morceaux de structure, d'architecture typiquement française, en contrepoint, je dirais, de l'architecture de la Cité Interdite, était quelque chose qui était très touchant, très émouvant, et que je crois que les Chinois ont bien perçu, de manière, je dirais, presque sensuelle, et pas intellectuelle, en tout cas, très sensuelle, avec le fait qu'on peut comprendre dans le cadre d'un concert, donc de musique sans parole, avec comme contrepoint, un contrepoint visuel. Au fond, on n'a pas besoin de sous-titres, on n'a pas besoin d'explications pour être entendu, pour être ressenti dans le moindre petit village chinois. Et je crois que c'est une des raisons de l'impact de ce concert à travers la Chine, très au-delà de moi et de ma performance, de ce que un concert comme ça charrie sur le plan des émotions, sur le plan des idées, sur le plan du sens, entre un pays comme la Chine et un pays comme la France. Ce morceau était, et il en fallait quelques-uns aussi, un morceau où aucun participant d'orchestre intervenait, sauf Ling Yuan, qui vient en dernière partie d'Equinox faire un solo de Shona, dont il a le secret, qui donne un côté à la fois extrêmement moderne, extrêmement jazzy presque, dans son jeu, mais très typiquement chinois dans le style et dans le timbre de l'instrument. Et je trouve que son jeu, pour moi, personnifie la Chine d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois des instruments, un timbre qui rappelle la Chine d'hier et un jeu qui est bien ancré dans la Chine d'aujourd'hui. J'avais demandé au réalisateur, ce qui n'a pas nécessairement tout le temps
réussi à faire. C'est extrêmement difficile de, de retransmettre et de transcrire autant d'images et autant d'idées, autant de plans en direct, mais c'est de jouer en même temps sur le micro et le macro, c'est-à-dire de pouvoir d'alterner des plans très serrés, aussi bien d'instruments traditionnels que d'instruments électroniques, et puis aussi en même temps d'avoir cette vision comme celle qu'on a en ce moment de tout ce qui est de tout le contenu iconographique, vidéo, soit sur les écrans, soit sur la structure scénique. Le morceau suivant est un morceau qui me tient tout à fait à cœur, qui est un morceau qui est inédit, qui n'est jamais sorti sur aucun album. C'est un thème que j'avais commencé à développer à l'occasion de mon concert à l'Acropole d'Athènes, et qui pour moi prenait tout son sens ici, à Pékin, avec justement l'intégration d'instruments tels que Héroux, et l'orchestre symphonique, en contrepoint à la fois des instruments électroniques et de l'instrument traditionnel comme le Héroux. Et cette artiste, qui s'appelle Sheng Ling, a elle aussi un trajet très particulier. C'est tout un symbole qu'elle ait pu être sur scène, entourée d'une part de l'imagerie de quelques tableaux impressionnistes, que nous voyons au cours de ce morceau, qui symbolise évidemment aussi tout un pan du patrimoine et de notre culture française. Et cette instrumentiste et cette artiste musicienne, Sheng Ling, était très liée. Elle a vécu longtemps, je crois qu'elle a même été mariée avec un des leaders, même le leader principal étudiant de 89, enfin du mouvement étudiant de la Révolution de 89. Et donc le fait qu'elle puisse jouer d'une part à la télévision chinoise, d'autre part au cœur de la Cité Interdite, et qu'elle puisse plus tard, d'ailleurs dans la deuxième partie de ce concert, on la retrouvera chanteuse aussi, puisque c'est une chanteuse pop très connue en Chine. J'aurai l'occasion d'y revenir au moment de la deuxième partie du concert. Ce morceau, qui est un morceau qui est principalement joué par l'orchestre symphonique et moi au synthé et au clavier, a aussi une dimension, je dirais, assez cinématographique, qui fonctionnait très très bien sur le plan de la lumière et sur ce que je voulais évoquer aussi sur le plan visuel, c'est-à-dire vous l'aurez compris, l'architecture de la Cité Interdite convient bien à une image cinémascope, c'est-à-dire 16/9 ou cinémascope. Et ce morceau est un morceau qui a justement je dirais, un style où se rapproche en même temps d'une musique de film, et j'avais envie dans le concert d'avoir un moment comme ça, un moment qui soit au fond extrêmement visuel, accompagné un peu comme un soundtrack, c'est-à-dire que d'un seul coup les sphères qui sont en suspension de l'espace, que toute l'architecture de la Cité Interdite puisse décoller presque, devienne une sorte d'écran en 3 dimensions. Je crois que le public a vraiment pris ce morceau et ce moment comme ça, avec en plus la qualité que j'espère vous pouvez ressentir au moment où je vous parle, du son qui était tout à fait extraordinaire dans l'enceinte de la Cité Interdite. Ce mélange de Héroux, d'orchestre symphonique, de son électronique, de lumière extrêmement, j'allais dire électronique, mais extrêmement fluorescente, avec en contrepoint des extraits de grandes œuvres impressionnistes,
aussi sont totalement en phase avec ce que j'ai essayé d'exprimer pendant ce concert, c'est-à-dire à la fois euh, faire cohabiter la, certains pans, certains morceaux de notre culture, du patrimoine français, et d'essayer de ne pas le faire au premier degré, euh, mélanger aussi avec une modernité et une innovation et je dirais un univers moderne, en tout cas contemporain, euh, français, européen, et puis d'arriver à faire cohabiter aussi ça, ce double contraste qu'il y a entre, au fond, deux pays qui se rejoignent sur un thème important qui est à la fois le goût de l'innovation et le respect de sa propre tradition. C'est vrai en France, c'est vrai en Chine. J'aime revoir ces images avec vous parce que pour moi, c'est un moment qui restera gravé dans ma mémoire, je pense, toute ma vie, comme les gens qui ont partagé, je crois, ce concert en direct. Et comme j'espère vous le partagez aussi avec moi en ce moment. Les chœurs de l'opéra de Pékin qui interviennent dans ce morceau sont aussi assez extraordinaires, avec notamment la voix de ténor qui joue une partie, enfin qui interprète une partie solo à la fin de ce morceau qui s'appelle donc Voyage à Pékin, et qui, je me coupe là, mais vous voyez, quand vous voyez ces images là entre ce percussionniste chinois qui joue de ces percussions qui sont les mêmes depuis plusieurs siècles, et puis ces modules fluorescents totalement improbables dans la cité interdite, résume bien, je crois, ce que chacun sent quand il arrive à Shanghai ou quand il arrive dans une grande ville chinoise aujourd'hui. C'est-à-dire que cette espèce de grand écart, comme je le disais tout à l'heure, cette espèce presque de paradoxe entre l'obsession de conserver des pans du passé et en même temps le fantasme de demain, le fantasme du futur. Le morceau suivant s'appelle Chronologie partie 6, et ce morceau qui est en fait fondé sur, on l'aura compris à travers le titre, sur l'idée du temps, était pour moi assez important à jouer, interpréter en 5.1, avec l'idée d'être au centre d'une sorte d'énorme horloge et d'avoir au fond un certain nombre d'éléments qui tournent autour de soi entre le centre d'une horloge géante et le centre d'un manège. C'est-à-dire d'avoir des mouvements circulaires continus, aussi bien sur le plan visuel que sur le plan sonore. En même temps, c'était une occasion de faire un clin d'œil au manège, aux fêtes foraines, aux guinguettes, à l'accordéon, puisque ce morceau est l'occasion pour moi aussi de jouer le thème dans la deuxième partie sur un petit accordéon de cirque. J'en profite pour dire que sur la piste audio parallèle à celle-ci, qui est en anglais, vous ne trouverez pas exactement le même commentaire, parce que j'ai décidé pour ce DVD, au lieu de vous préparer quelque chose d'écrit et qui serait au fond peut-être un peu artificiel, d'être un petit peu un invité chez vous et de partager les images à chaud, d'une manière directe, comme si on en discutait dans votre salon, sans idée préconçue. C'est la raison pour laquelle, en fait, j'improvise au fur et à mesure des images que je vois, exactement comme si j'étais en train de vous le commenter sur votre canapé, si je puis dire, en m'invitant chez vous.
Alors comme on peut le voir, ces images sont des images vidéo qui sont donc projetées en haute définition à partir de vidéoprojecteurs qui sont placés face à chaque module de cette structure. Et j'en profite pour aussi également vous parler un peu des conditions dans lesquelles ce concert a pu se monter sur le plan logistique. Ça a été extrêmement compliqué les dernières semaines, les derniers mois de préparation avant le concert lui-même, d'arriver à faire passer, faire comprendre aux Chinois, et dans un pays qui est évidemment pas du tout habitué à ce genre de production. D'ailleurs, peu de pays, au fond, sont habitués à ce genre de production, puisqu'elles sont par définition uniques et particulières. Mais là, il y avait d'abord une difficulté qui est la difficulté de la langue. Je pense que quand on va en Chine, la chose la plus compliquée, c'est d'arriver à se faire comprendre. C'est-à-dire que le personnage clé, le personnage le plus important, c'est sans doute le traducteur, l'interprète, qui, en fonction de son talent et de son courage, parce qu'il en faut quand on est chinois, pour pouvoir dire à un autre chinois qu'on n'est pas d'accord. On ne sait jamais pour un chinois jusqu'à quel point ça peut affecter son futur, son avenir. Donc il faut être sûr de son traducteur. Ça c'est un premier point, et je crois que c'est 90% des problèmes en Chine viennent de là. Si j'avais un conseil à donner à des gens qui veulent aller travailler en Chine, je leur dirais avant tout de choisir leur traducteur ou leur interprète. C'est toujours un plaisir de jouer d'un instrument comme l'accordéon sur scène, parce que c'est une occasion pour moi de quitter la zone de clavier, et la zone dans laquelle je me trouve la plupart du temps, pour avoir une attitude, ou en tout cas dans une situation plus mobile, plus nomade, je dirais, et d'établir un contact plus proche, plus physique encore avec le public. Ça va évidemment avec l'idée aussi du musicien de rue qui symbolise à la fois la France, bien sûr, mais aussi la Chine. L'accordéon est un instrument qui se développe énormément en Chine depuis quelques années, parce que les Chinois ont aussi une grande tradition de musique de rue. D'ailleurs, il y a énormément de points communs entre la Chine et la France. Je trouve que les Chinois sont un peu les latins de l'Orient. Ils parlent avec les mains, ils sont des débrouillards, ils mangent d'ailleurs des pâtes comme les Italiens. C'est Marco Polo quand même qui a ramené les pâtes de Chine. Et les raviolis, les spaghettis, toutes les pâtes, ça vient de Chine. Je dirais que c'est un élément anecdotique, mais qui montre bien que, au fond, les Chinois ont énormément de points communs avec les Latins, avec les Français, avec les Italiens. D'ailleurs, le public est dissipé comme dans les pays latins. Je dirais même que c'est certainement le public le plus dissipé que j'ai jamais rencontré. 大家好，天气冷不冷？音乐增加热情，增加热量，让我们热起来。谢谢。Je suis heureux de partager cette soirée avec les musiciens, artistes et techniciens chinois que je remercie tout particulièrement ce soir. Merci à vous. Le public chinois est toujours très sensible qu'on fasse l'effort de parler dans sa langue, parce qu'ils sont conscients qu'ils ont une langue très, très difficile à apprendre, à intégrer pour un étranger, et donc c'est une marque de respect de dire quelques mots en chinois. Ce moment est un autre moment particulier pour moi pour deux raisons. La première, c'est que tout ce passage est l'occasion pour moi de travailler, de collaborer avec un autre des peintres de la scène contemporaine chinoise, qui s'appelle Feng Lizhu, et qui travaille sur le cri. Le cri qui est évidemment le symbole de toute une génération chinoise de l'après-Mao. L'envie d'être entendu, l'envie de s'exprimer, la liberté d'expression.
Et pour moi, c'était essentiel que ce peintre tout à fait extraordinaire puisse être là, ce soir-là, face aux Chinois et au reste du monde, notamment à travers la télévision. L'autre raison, c'est que je joue d'un instrument très particulier qui s'appelle le thérémine, qui a été inventé dans les années 20 par un Russe qui s'appelle Léon Thérémine, et c'est probablement le premier instrument électronique qui a eu un look un peu de vieux poste de radio, avec deux antennes, une antenne qui permet de régler, de contrôler le volume, la main gauche, et la main droite qui permet de contrôler la hauteur. Et c'est un instrument tout à fait difficile à contrôler, dont Stravinsky s'est servi à certains moments, et qui est un instrument qui n'a pas d'équivalent, qu'on entend dans Good Vibrations des Beach Boys. C'est cette espèce de son de sirène qu'on entend dans le break de Good Vibrations, par exemple. Et ça fait quelques années que j'en joue principalement sur scène, et c'est très difficile d'arriver à garder une note juste. La seule manière d'y arriver pour moi, c'est en fait de jouer à l'aveugle, c'est-à-dire en fermant les yeux, et de concentrer seulement sur la sensation de la fréquence et du son. Voilà un très bon exemple d'une lutherie électronique qui est extrêmement visuelle. La plupart des instruments électroniques ne sont pas très sexy sur scène, et c'est toujours intéressant d'essayer de réfléchir à la manière de visualiser la musique qu'on fait, surtout avec la technologie moderne. Parce que d'être assis derrière son ordinateur pendant 2 heures, c'est pas nécessairement la chose la plus excitante du monde à regarder, à partager avec le public. Et ça, c'est un exemple tout à fait réussi d'un instrument technologique, électrique, électronique, mais qui en même temps garde un entier potentiel d'émotion à regarder et à partager sur le plan visuel avec l'interprète. Et j'aime bien ces moments de déplacement d'une scène à une autre, qui est une sorte de pause d'une partie d'un morceau à une autre. Au fond, c'est un peu comme faire rentrer le public dans une intimité, un peu comme si on jouait chez soi. Et au fond, j'ai mis pas mal de temps à réfléchir à la scène, non pas idéale, mais une scène qui me convienne. Et le fait d'avoir une zone centrale, d'être entouré d'instruments de musique avec mon complice Francis Rimbert, qui travaille avec moi depuis plusieurs années, comme j'ai pu en parler déjà, me permet à la fois d'avoir, comme je disais tout à l'heure, une approche de DJ, une approche presque de cuisinier par rapport aux fréquences, pouvoir les cuisiner en direct, et puis en même temps de pouvoir aussi jouer de tous les thèmes et de toutes les parties de clavier en direct en même temps. C'est-à-dire que c'est un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire l'interprète avec les claviers quand il s'agit de la zone centrale dans laquelle je me trouve maintenant, et puis en même temps de pouvoir aussi contrôler la spatialisation du son et tout l'arrangement. Je travaille beaucoup aussi sur la préparation de la scénographie, sur le plan visuel, et je tiens depuis le départ d'ailleurs de ces projets à vraiment imaginer et à réaliser la mise en scène et la direction de la scénographie sur le plan des lumières, sur le plan aussi du contenu iconographique, que ce soit de la vidéo ou de projection d'images, pour essayer et c'est toujours difficile d'ailleurs, on s'en rend compte sur certains plans, d'arriver à avoir une atmosphère plutôt cinématographique que uniquement une atmosphère de concert comme on pourrait le voir dans le rock, mais d'avoir justement des lumières qui soient assez contrastées avec sans être trop noir non plus. Et en extérieur, c'est toujours difficile puisque je dirais que le haut de la scène
c'est le ciel. Donc il faut faire très attention au cadrage, essayer de préparer les choses au maximum avec le réalisateur. Quand dans ce cas le réalisateur est étranger et chinois, qui n'a jamais filmé ce genre de choses, ça demande une préparation assez particulière et assez méticuleuse. Et on ne réussit pas les choses à chaque fois. Moi, je suis jamais content du résultat parce que on aurait envie d'être derrière chaque cadreur, de pouvoir lui parler, de pouvoir, au fond, ne pas avoir un concert, mais d'en avoir 10 pour pouvoir justement améliorer les plans du public, améliorer la position de chaque caméra. Et même si le réalisateur, la production, ici CCTV, était plein de bonne volonté et vraiment prêt à être totalement au service du projet, c'est quelque chose de tellement particulier qui se situe entre le concert, le film, la captation d'un événement en direct. Ça pose beaucoup de difficultés spécifiques qui sont pas faciles à résoudre. Ce morceau qui est extrait du nouvel album Aéro, qui s'appelle Aérozone, est un morceau que j'ai vraiment conçu spécifiquement pour le 5.1 et qui, sur scène, était particulièrement destiné à toute la spatialisation 5.1. Et j'avais envie, comme l'idée de ce morceau était liée à une idée de déplacement d'objets volants, de véhicules improbables, de pouvoir justement l'illustrer visuellement par le métro parisien, puisqu'il s'agissait aussi de véhiculer, sans jeu de mots, une certaine identité française et donc aussi parisienne, bien que le métro soit pas seulement parisien. Et puis aussi de véhicules, les voitures, les camions, les autobus qui sillonnent les rues de notre capitale et de toutes les capitales du monde, et évidemment aujourd'hui de Pékin plus que n'importe quelle autre capitale au monde, puisque les millions de vélos que j'ai connus à l'époque de mon premier concert, dans les années 80, ont été remplacés par des millions d'automobiles, et évidemment les plus grands trafics et les plus grands encombrements aujourd'hui ne sont plus en Europe, mais ils sont à Pékin et à Shanghai et dans les villes chinoises. Alors ce morceau est purement électronique et est composé en 3 parties, avec une partie plutôt... la partie 1 et la partie 3, je dirais, plutôt extrêmement calme, extrêmement ambiante, et puis une partie beaucoup plus speed au milieu qui a permis aussi d'établir un contraste visuellement entre des images assez poétiques du métro aérien et puis la folie des phares de voitures tels qu'on peut les imaginer quand on est au bord du périphérique, par exemple. Et là, il s'agit de synchroniser absolument toutes les lumières du site, tous les faisceaux, avec la musique bien sûr, mais avec éventuellement aussi toutes les projections vidéo qu'on peut voir dans les écrans plasma et qu'on peut voir également sur les différents modules qui entourent la scène. Dans ce genre de morceaux, je retourne à mes premières amours de musique électroacoustique, où avec les instruments très rudimentaires, analogiques, qui étaient à ma disposition à l'époque de Pierre Schaeffer, à la Maison de la Radio, je pouvais, avec
les différents complices du GRM, spatialiser le son et à prendre mes premières leçons de cuisine électronique. L'espace devant la scène faisait environ 380 mètres de long par 100 mètres de large. La scène faisait 35 mètres de large et que ce soit sur le plan visuel ou sur le plan du son, il fallait que chaque spectateur puisse avoir une idée, même si ce n'était pas la même forcément, cohérente de ce qu'ils entendaient, de ce qu'ils voyaient. Donc sur le plan du son, c'est la raison pour laquelle j'avais demandé de diviser le public en carrés de 30 mètres par 30, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et sur le plan visuel aussi, que les images projetées soient suffisamment grandes pour qu'elles soient lisibles de n'importe quel point. Bien entendu, toutes les images macroscopiques étaient beaucoup plus destinées depuis le départ, soit à la retransmission par télévision en direct, soit pour le DVD, c'est-à-dire pour vous. Tout ce que nous voyons à l'image représente la concentration d'une centaine de personnes qui, en même temps, veillent à ce que, sur le plan du son et de l'image, les choses se passent de la manière la plus fluide possible. Alors le prochain morceau, qui s'appelle Aérologie, est un morceau du nouvel album Aéro, qui a été aussi conçu spécialement pour le 5.1. Je l'ai même enregistré en 5.1, c'est-à-dire vraiment en essayant de spatialiser les sons aussi à l'enregistrement et de les concevoir de cette manière-là avec Francis Rimbert, qui a aussi beaucoup travaillé sur ce morceau. Et l'idée de ce morceau, c'est d'avoir une base un peu rockabilly. J'avais envie de faire un morceau un peu comme ça depuis un bon bout de temps, avec des sons de thème assez improbables et assez divers, comme ce son de synthé analogique qu'on entend, et puis les sons de Tubular Bells, comme ceux-là, et puis des sons aussi de guitare un peu 60s, un peu à la Pulp Fiction, qui en fait viennent établir une série de contrastes assez différents dans le même morceau, des sons de nature ou d'origine un petit peu éloignés les unes des autres, et qui je crois fonctionnent assez bien, surtout dans le 5.1 où chaque son prend sa place dans l'espace. Sur le plan visuel, je voulais aussi avoir quelque chose qui soit un petit peu comme ça, un petit peu fluo, un peu électrique, avec une imagerie qui soit un peu qui rappelle un petit peu le côté holographique de la princesse Leia dans Star Wars, dans la Guerre des Étoiles. L'avantage de ces modules en 3 dimensions que j'ai imaginés permettent justement ou bien de traiter ces surfaces comme des écrans plats, c'est-à-dire en ignorant la forme géométrique des modules, ou alors au contraire d'exploiter cette espèce de côté grosse ampoule en 3 dimensions et de donner l'impression aux gens que les effets viennent de l'intérieur. Et je crois que la juxtaposition des sons assez électriques, assez acides, avec justement ces couleurs et ces objets un peu acides fonctionnait assez bien. Ce mélange aussi d'acoustique des bells avec les sons de guitare électrique samplés que je joue là en ce moment, plus tous les sons, tous les effets sonores qui tournent autour du public, aussi donnait un caractère un peu rétro-spatial, rétro-futur, qui fonctionne bien aussi avec la Chine d'aujourd'hui, cette espèce de mélange de plastique, de papier et de high-tech. Et dans ce moment qui semble couler de source, je me souviens que c'était un moment où, dans mes oreillettes, j'avais les conversations de la police chinoise
et les différents services de sécurité qui étaient sur les mêmes fréquences que nous à certains moments. Le morceau suivant s'appelle Chronologie 3 et c'est un mélange assez complexe pour le coup de styles très différents, d'intervenants très différents. D'une part, une soprano qui chante une mélodie extrêmement haute, extrêmement techniquement très difficile à interpréter. Et la soprano de l'opéra de Pékin est tout à fait extraordinaire, comme vous allez pouvoir l'entendre. L'orchestre symphonique, d'autre part, qui joue avec un style assez baroque, une partie de cordes. La guitare électrique de Patrick Ronda, qui est un des 10 meilleurs guitaristes du monde, qui donne un côté très métal à l'ensemble. Et la harpe laser, qui est un petit peu mon instrument fétiche, que j'ai présenté il y a quelques années sur scène et qui est présente à tous mes concerts pratiquement. Et cette fois-ci, j'ai eu l'idée, que j'aurais dû avoir d'ailleurs depuis le départ, d'incliner les rayons, parce que le gros problème du laser, c'est qu'on peut bien visualiser les rayons seulement quand on se trouve à 45 degrés du rayon. Et quand le rayon part vers le ciel, enfin d'une manière presque verticale, les rayons perdent énormément d'intensité. Et si on la penche trop, du coup, on ne peut plus jouer puisque les rayons se trouvent trop éloignés de la position verticale du corps. Et donc j'ai essayé plusieurs systèmes, notamment un système de cadre avec des miroirs pour renvoyer les rayons à l'horizontale. Et c'était pas jamais très beau de me retrouver moi encadré dans un cadre soit rectangulaire, soit triangulaire. Et puis en Chine, en répétition, j'ai eu d'un seul coup l'idée d'inverser le processus et d'avoir les miroirs en dessous de moi plutôt qu'au-dessus et de m'en servir un peu comme d'un clavier. Et le résultat, je pense, est tout à fait satisfaisant. On peut le voir là, c'est que les rayons sont extrêmement visibles sous n'importe quel angle et contribuent à donner la sensation, même si on est très éloigné de la scène, d'un jeu avec un instrument qui est visible par tous. Je disais à l'instant que la partition de la soprano était très difficile techniquement à exécuter parce que les notes montent très très haut dans la tessiture. Et cette idée de hauteur et d'improbabilité dans la manière de chanter m'a donné l'idée, dans la mise en scène, de faire monter la soprano au fur et à mesure que la mélodie elle-même montait. Et cette chanteuse-là, chinoise, d'Opéra de Pékin, en fait, au moment où on parle, est à 14 mètres de hauteur avec un élévateur qui en fait la monte progressivement tout au long du morceau. Et ce qu'il y a d'assez incroyable, c'est que bon, pour une chanteuse d'opéra, c'est pas vraiment une performance quotidienne et que j'avais beaucoup d'inquiétude sur le fait qu'elle accepte le principe de pouvoir chanter en direct dans une situation pareille. Et au cours des répétitions, sans la robe, sans rien, elle s'est mise sur le plateau élévateur et sans aucun problème, elle monte à 14 mètres sans attache particulière. Enfin, elle avait une rampe de sécurité et en chantant comme si elle se trouvait sur une scène ou comme si elle avait fait ça toute sa vie. Ça aussi montre la manière dont les Chinois sont professionnels quand ils ont décidé de faire quelque chose, donc quand ils ont décidé de s'impliquer. Ils sont parmi certainement les interprètes les plus professionnels, les plus déterminés et avec une compréhension, je dirais, instinctive ou intuitive de ce qu'on leur demande de faire. Et elle a immédiatement compris l'intérêt qu'il y avait de pouvoir chanter ces notes extrêmement hautes dans une position physiquement élevée. Et le mélange de la guitare de Patrick Ronda avec la harpe laser, avec cette soprano à 14 mètres de haut, pour moi, alors résume complètement cette espèce de côté complètement baroque et délirant d'une sorte de vaisseau spatial futuriste posé pour une nuit au cœur de la cité interdite et qui allait disparaître quelques heures plus tard, un petit peu comme les gens du voyage qui posent leur chapiteau une nuit et qui disparaissent au petit matin. Sur le plan visuel, on voit ici la gargouille de Notre-Dame entourée de vitraux de la Sainte-Chapelle
encore évidemment un clin d'œil à la France, mais en même temps aussi un clin d'œil au côté gothique et baroque qu'évoque le morceau. C'est un des morceaux qui probablement réunissait en même temps pratiquement tous les éléments et tous les participants sur le plan musical et sur le plan visuel qui étaient impliqués dans ce projet. Cette harpe laser, qui est l'instrument pour moi high-tech et poétique par définition, qui a fait couler beaucoup d'encre, repose sur un principe tout à fait simple. Chaque rayon est relié à une note MIDI d'un synthétiseur, et donc je peux en jouer exactement comme je peux jouer d'un synthétiseur, avec la vélocité, avec l'interprétation qu'on peut avoir sur un synthé, excepté que au lieu de frapper sur les notes d'un clavier, les notes sont déclenchées en interrompant chaque faisceau de lumière. Si Vivaldi vivait aujourd'hui, il ferait sans doute du hard rock ou du heavy metal. Pour moi, ça a toujours été un musicien métallique, au bon sens du terme. Et ça m'a toujours semblé intéressant de faire une reprise un jour d'un extrait de l'œuvre de Vivaldi en hard rock ou en heavy metal. Et quand j'ai proposé ça à Patrick Ronda, c'est tout de suite quelque chose qu'il a branché. Et je trouve que d'insérer un morceau comme celui-là en Chine, même s'il s'agit d'un compositeur italien, c'est tellement lié à notre culture, à notre patrimoine, que pour l'ouverture de l'année de la France, c'était pas si incongru que ça. Et j'aime beaucoup cette version, qui est une version qui est assez qui est assez cohérente sur le plan d'un morceau qui aurait pu être écrit aujourd'hui et qui a été pourtant composé il y a plusieurs siècles. C'est aussi un moment de défoulement pour tout le monde sur scène, parce que c'est un morceau qui est assez délirant, il y a un petit côté Phantom of Paradise, et c'est un petit peu comme ça que je l'ai conçu aussi sur le plan visuel, sur le plan de la scène, c'est-à-dire un côté un peu Deus Ex Machina, pas pour moi, mais pour tous les gens qui sont sur scène, pour les gens qui sont sous la scène, pour tous les effets spéciaux, pour toute la lumière. C'est un moment de défoulement qui fait du bien. On a besoin de ce genre de choses dans un concert. On peut le voir. Finalement, tout le monde s'éclate, que ce soit sur scène, derrière la scène, et j'espère aussi dans le public. En même temps, il y a un côté assez implacable, un côté très rigoureux qui vient de l'écriture de Vivaldi, mais qui vient aussi du déluge sonore et du déluge de lumière qui contraste avec le morceau qui vient avant et le morceau qui vient après. Et dans une version un peu techno, avec ce break en même temps très, très DJ, très électronique, qui vient faire une pause avant que Patrick Ronda ne reprenne. Alors sur le plan visuel, les seules images, je dirais réalistes, sont dans les breaks des images des buissons du château de Versailles, qui sont en fait qu'on a dessiné, représenté suivant les 4 saisons, c'est-à-dire sous la neige, en plein été, au printemps, en fleurs et en automne. Je veux dire que Patrick Ronda est quelqu'un qui, au-delà de sa gentillesse, de son professionnalisme, est vraiment un virtuose et certainement vraiment pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un des meilleurs guitaristes du monde, pas seulement dans la précision, mais aussi dans l'interprétation, dans le feeling aussi. Le prochain morceau est un morceau que j'ai vraiment conçu pour rendre hommage à l'orchestre
symphonique chinois, c'est-à-dire l'équivalent de notre orchestre symphonique, qui était présent, comme vous le savez, sur scène, donc du côté cour, c'est-à-dire à ma gauche, et sur le côté jardin, à ma droite. Donc cet orchestre traditionnel de Chine est absolument l'équivalent oriental de notre orchestre symphonique. Donc c'était tout à fait symbolique de les réunir sur scène, d'avoir à la fois l'orchestre symphonique dans sa formation occidentale, et puis l'orchestre symphonique version chinoise, avec le meilleur orchestre du monde, forcément, puisque c'est l'orchestre de Pékin, d'une formation de 72 musiciens. Et ce morceau a été spécialement arrangé, conçu pour l'orchestre, qui est d'une technique absolument époustouflante. Le chef d'orchestre est absolument extraordinaire. Je sais que je lui avais envoyé d'abord des maquettes et des bandes de la musique. Et quand je suis arrivé pour les répétitions avec Claude Samar, on s'est aperçu que ils rejouaient naturellement, sans clic même, c'est-à-dire sans repère métronomique dans un casque, tous les ralentis, toutes les variations les plus infimes sur le plan du tempo. Et ce morceau, Jonque de pêcheur au crépuscule, est la rencontre, vraiment, pour moi, tel que je l'ai conçu, de l'Orient et de l'Occident, et des instruments les plus anciens du monde, ou parmi les plus anciens du monde, et des instruments électroniques. En fait, c'est un dialogue, tantôt l'un après l'autre, tantôt ensemble, des instruments électroniques, des synthétiseurs, et des instruments comme le héru, comme la pipa, comme le zeng, enfin tous les instruments traditionnels chinois. La difficulté supplémentaire, ça a été que on n'avait pas le droit, pendant les répétitions, c'est-à-dire les 4-5 jours qui ont précédé le concert, de faire du bruit et de pouvoir répéter dans des conditions normales. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on répète au casque. Ce qui a donc, évidemment, quand on répète avec un orchestre, posé énormément de problèmes techniques, qui sont d'ailleurs, j'allais dire, un grain de sable parmi le nombre incalculable de difficultés techniques, logistiques, psychologiques qu'il a fallu résoudre dans la semaine qui a précédé le concert. En effet, le moindre changement par rapport à ce que j'avais proposé à travers des dessins, à travers des plans d'ordinateur, à travers le programme lui-même, qui, évidemment, dans un projet comme celui-là, évolue jusqu'au dernier jour, posait un problème d'autorisation. C'est-à-dire que pour bouger un projecteur d'1 mètre, il fallait 3 autorisations. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la partie chinoise devait en référer au service de sécurité. Il y avait une commission de sécurité qui venait sur scène pour savoir si, effectivement, on pouvait bouger tel ou tel projecteur, telle ou telle chaise d'un musicien même. De savoir si, effectivement, ça poserait des problèmes de circulation, des problèmes d'incendie, enfin il y a toutes sortes de choses qui peuvent paraître très surréalistes et qui, évidemment, quand on est fatigué, énervent et agacent tout le monde. Mais en fait, il faut bien comprendre, quand on remet les choses dans le contexte politique chinois, c'est que une erreur commise par un Chinois devra être expliquée et sera éventuellement même punie assez sévèrement. C'est-à-dire quelqu'un qui va tout simplement ou être envoyé, ou être muté dans une autre ville, séparé de sa famille, enfin des choses qui ne sont pas nécessairement très drôles et qui effectivement rendent la moindre décision extrêmement délicate pour celui qui va la prendre. Et donc chaque Chinois a tendance à se faire couvrir par le Chinois qui est au-dessus, le Chinois qui est à côté, et donc ce sont des discussions à n'en plus finir, et chaque changement pose un problème énorme au fond, et on peut le comprendre. Si on était à leur place, on ferait sans doute la même chose. Mais il est évident que quand on a 5 jours et qu'il faut régler des problèmes qui passent de l'élagage des arbres pour que le public puisse voir correctement, la position du son qui quand on fait effectivement les premiers essais, forcément évolue. C'est-à-dire qu'une tour qu'on a prévue à tel endroit peut bouger d'1 mètre.
que les caméras de télévision et l'équipe de télévision a d'un seul coup choisi, sans nous le dire, d'ériger une tour qui se trouve en plein milieu du champ visuel d'un certain nombre de spectateurs, donc il faut baisser ou faire bouger. Enfin, tous ces multiples détails qui sont en fait le quotidien de la pré-production d'un projet comme celui-là posait à chaque fois un problème presque insoluble et qui demandait 3 ou 4 heures de palabres. Donc les équipes techniques, au moment où je parle, c'est-à-dire au moment du concert, étaient absolument épuisées puisqu'on a tous travaillé à peu près 20 heures par jour. Moi, je m'occupais souvent, donc l'après-midi, j'avais les répétitions avec les musiciens. La nuit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais toutes les répétitions de lumière, de mise en place de la mise en scène, de la scénographie. Et le matin, souvent, je passais mon temps à aller débloquer un certain nombre de situations qui étaient encore la veille insolubles. Je citerai 2 ou 3 exemples qui sont d'une part le déplacement entre la cité interdite et la place Tiananmen, qu'on verra tout à l'heure, où je me suis finalement déplacé en moto avec un sidecar, l'élagage des arbres dont je viens de parler, qui était quelque chose qui était totalement refusé, l'extinction des feux, c'est-à-dire le fait que la totalité de la cité interdite puisse être éteinte. A été accepté, le principe a été accepté seulement quelques heures avant le concert. Évidemment, si on avait de la lumière partout, tout le monde peut comprendre que ça affectait évidemment la scénographie complètement. C'est comme d'aller voir un film dans une salle en laissant la salle éclairée, quoi. Alors le plus surréaliste, c'est qu'une fois que la décision est prise, le résultat est presque caricaturalement positif. C'est-à-dire que quand on demande un élagage, on se retrouve avec des arbres qui sont presque tronçonnés. Ça fait partie en même temps du fait que les Chinois veulent montrer qu'ils sont pleins de bonne volonté, mais qu'en même temps, il y a une panique dès qu'un individu doit prendre une décision. Les rassemblements en Chine ont toujours posé des problèmes, pas seulement politiques, mais on le comprendra facilement dans le pays le plus peuplé du monde, des problèmes tout simplement d'organisation. Le public, comme je le disais tout à l'heure, le public chinois est en plus un des publics les plus dissipés, donc les mouvements de foule sont assez dangereux. Il faut se dire que dans certaines villes chinoises, il y a eu des accidents de piétons, par exemple, des gens qui se cognent les uns dans les autres à des carrefours. Donc, comme des accidents de voiture, mais là, ce sont des accidents de piétons. Donc, il faut bien comprendre que la foule chinoise, d'abord par son nombre, par son ampleur et par son comportement, est difficile à gérer. Donc, dans un projet de concert en extérieur, effectivement, les services de police ont tendance à réagir avec beaucoup de circonspection. D'autre part, sur le plan politique, on sait évidemment que cet endroit, le centre de Pékin, est chargé d'ombre, et c'est un euphémisme, et que d'abord la cité interdite, porte bien son nom, c'est-à-dire que pendant des siècles, la cité interdite était réservée aux empereurs, à leurs familles et à leurs proches. C'était un petit peu l'organisation de Versailles sous Louis XIV, mais en plus drastique, je dirais. Et puis, à l'époque de Mao, quand Mao a ouvert le centre de Pékin pour en faire cette grande place, la place Tiananmen, cette place était réservée à des manifestations populaires, mais politiques. Et le fait d'un seul coup que cette place puisse être occupé par des gens pour d'autres raisons, on a vu ce que ça a pu donner en 89. Donc il était évidemment extrêmement symbolique et important dans la tête des organisateurs français pour l'ouverture de l'année de la France en Chine, que si quelque chose se passait au centre de Pékin, il fallait d'abord que ce soit un pendant de ce qui avait été organisé en France lors de l'année de la Chine en France, avec notamment au moment du Nouvel An chinois, le grand défilé sur les Champs-Élysées, la tour Eiffel en rouge qui avait été illuminée en rouge en l'honneur de la Chine, et donc que le concert d'ouverture ait ce même impact, cette même importance, impact populaire dans les rues de Pékin.
Donc il était exclu que ce concert puisse simplement être une manifestation élitiste dans un endroit clos. C'est la raison pour laquelle la cour de la Cité interdite étant un des plus grands espaces au centre de Pékin a été choisi, que d'autre part j'ai tenu vraiment à ce que les 4 derniers morceaux puissent se dérouler sur la place Tiananmen, et enfin qu'un certain nombre d'écrans, comme je le disais tout à l'heure, puissent être installés dans différents endroits de Pékin pour qu'il y ait un véritable contact avec cette foule chinoise, mais dans des endroits suffisamment organisables pour que la foule puisse être accueillie et pas seulement contrôlée. À propos de l'accueil du public, dans la Cité interdite, les Chinois ont décidé, en l'honneur du public, d'installer des gradins. Seulement, d'installer des gradins sur 300 mètres de long pose évidemment un certain nombre de problèmes techniques. C'est qu'il a fallu construire une estrade, et qu'ils construisent une estrade absolument gigantesque pour accueillir le public. Là aussi, il a fallu palabrer et discuter, parce que notre installation 5.1 effectivement répondait à des critères très particuliers sur le plan de la taille, de la forme et des dimensions de ces gradins. Là aussi, ça a pris plusieurs semaines pour arriver à se comprendre et à faire accepter le principe de ces différentes structures de gradins. La difficulté à la fin de chaque morceau, c'est d'arriver à ce qu'on puisse éclairer le public suffisamment pour qu'on les voit à la télévision sans que ça gêne le public qui assiste au concert. Alors l'effet qui arrive maintenant est un effet d'hélicoptère en son surround qui a eu un effet assez spectaculaire pour le public, puisque quand le son de l'hélicoptère est passé au-dessus de la foule en 5.1, j'ai vu la tête du public d'un seul coup baisser de 10 cm, et les gens avaient vraiment l'impression qu'il y avait des hélicoptères qui leur passaient au-dessus de la tête. Ce qui était surtout drôle, c'était de voir les gens de sécurité qui ont vraiment pensé à quelques secondes qu'ils étaient sinon attaqués, en tout cas qu'il y avait des choses imprévues qui se passaient au-dessus de leur tête. Alors Rendez-vous 4, c'est un morceau qui est par définition très festif sur scène, et je voulais en profiter pour faire un tableau assez graphique et qui, aux couleurs du drapeau, aux couleurs de la France, tout en bleu, blanc, rouge, mais en même temps en essayant d'intégrer dans le côté festif aussi l'idée du football. Et j'ai demandé au créateur Ange Leccia de pouvoir intégrer l'idée du football de manière assez abstraite, pas réaliste et assez abstraite. Il est venu avec cette idée que j'aime beaucoup, de pixeliser une image de match de foot dans laquelle on imagine l'équipe de France, puisque l'équipe de France est extrêmement populaire en Chine. Le football est un sport qui s'est développé énormément depuis ces 5-10 dernières années en Chine, et de pixeliser en fait l'image de manière à en faire quelque chose comme ces premiers jeux vidéo, les premiers jeux de raquettes de tennis là, des années 70, et d'en faire une sorte de jeu où à certains moments on sent qu'on voit un match de foot, et à d'autres moments on voit simplement des hexagones qui se promènent de manière presque abstraite dans les écrans, et je trouve que le résultat fonctionne vraiment bien sur la musique. Toutes les lumières qu'on voit sont totalement synchronisées, et aussi, je dirais, jouées selon une partition qui est comme une partition d'orchestre, qu'en fait je donne à l'avance aux différentes équipes d'éclairagistes qui se trouvent face à la scène, exactement comme l'ingénieur du son. Claude Samar, qu'on voit derrière moi, est vraiment quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour ce projet, et m'a servi un petit peu d'avant-garde par rapport au projet sur le plan musical. La grosse difficulté dans ce cas pour la lumière a été de placer les projecteurs sur les terrasses que vous voyez tout au long de la Cité interdite,
puisqu'il fallait en fait, on n'avait pas le droit d'appuyer une échelle ou de mettre le moindre échafaudage devant les murs, et il fallait passer par des couloirs qui se trouvent à l'extérieur de la cité interdite, et pour aller changer, pour aller installer un projecteur ou le changer de place, à chaque fois il fallait pratiquement 1 heure et demie, puisqu'à chaque fois il fallait être accompagné de quelqu'un de sécurité, demander des autorisations. Enfin, ça ils ont vécu vraiment l'enfer, quoi. Et ça a été une des grosses difficultés techniques du concert sur le plan de la lumière. Puisque quand les axes des projecteurs, par exemple, gênaient certains axes de caméra, il fallait les changer de place. Et donc à chaque fois, c'était une consommation de temps qui est cruciale, le temps étant crucial pour tout le monde, mais pour la lumière, il faut pas oublier que les gens de lumière sont comme les vampires, ils ne travaillent qu'entre le coucher et le lever du soleil. Et je les ai d'ailleurs accompagnés dans cet exercice, qui fait que dans les derniers jours, je dormais pratiquement plus, justement pour veiller à ce que la lumière et l'architecture de lumière et d'image soit bien telle que je l'avais conçue au départ en fonction de la musique, et aussi être là pour relayer aussi tous les changements que je faisais dans la musique, éventuellement de dernière minute, pour que ce soit bien relayé par les équipes de nuit qui, dormant le jour, ne pouvaient pas être au courant de ce que j'avais pu modifier dans les heures qui précédaient leur travail. Le prochain morceau s'appelle Souvenir de Chine, et c'est un morceau que j'ai composé au retour des concerts que j'ai donnés dans les années 80, comme une sorte de carnet de voyage, de série de photos sonores, des photos souvenirs de ce que j'avais pu ressentir lors des concerts de Pékin et de Shanghai à l'époque. Et l'originalité ou la particularité de ce morceau, c'est que j'ai eu l'idée d'utiliser un son de Nikon, déclenchement d'appareil photo, pour faire la rythmique du morceau. Et toute l'intro est en fait comme une série de photos sonores, des paysages sonores qui sont issus des voyages que j'ai pu faire en Chine. Alors, en ce qui concerne cette version d'aujourd'hui, qui d'ailleurs figure dans l'album Aéro, c'est un morceau que j'ai entièrement refait en 5.1. Et évidemment, les photos sonores, c'est-à-dire cette espèce de paysages qui sont réalisés à partir de bruits réalistes, de sons réalistes de la Chine, prennent toutes leurs dimensions en 3 dimensions sur Surround dans son cinéma. La petite fille qu'on voit intervenir à certains moments pendant le morceau, qui symbolise bien sûr aussi la Chine de demain, simplement prononce un certain nombre de mots tout simples qui sont liés à la fois à la Chine, à la France et au rapport entre les deux pays, ce qui était une manière aussi pour les Chinois de rattacher ce morceau à l'occasion de l'ouverture de la France en Chine et du rapport amical entre les deux pays. Et en même temps, sur le plan visuel, permettait justement de créer ce lien avec le passé et le futur. Ce morceau, ainsi que le morceau suivant, laisse une part extrêmement importante à l'orchestre symphonique. Ce sont des morceaux qui ont été, et que j'ai complètement réécrits pour l'orchestre symphonique, et dont les arrangements ont été faits en collaboration avec mon ami Yvan Cassard. Quand j'écoute ce morceau dans cette version, je ne peux pas m'empêcher d'admirer une fois encore le travail extraordinaire de l'orchestre symphonique de Pékin, qui est, comme je le disais au début de cette conversation avec vous, certainement vraiment un des tout meilleurs orchestres du monde. Je pense qu'on pourrait le comparer à l'orchestre philharmonique de Berlin à l'époque de Karajan, quand il y avait cette espèce d'unité, d'osmose entre tous les musiciens et un son unique issu vraiment d'un travail collectif.
Et en 5.1, ce mélange entre la rythmique électronique à partir de samples, d'échantillons sonores, et puis tout l'arrangement et le thème qui est joué à la fois par les synthés mais surtout par l'orchestre symphonique, fonctionnait particulièrement bien dans le cadre de la Cité Interdite. Quand je parle du cadre, je parle là du cadre acoustique. Il y avait une acoustique, même si on était dehors, il y avait une acoustique particulière à cause des enceintes en bois, enfin faites de bois, de la Cité Interdite qui donnait un son tout à fait particulier. Et j'ai conscience, en voyant ces images, du privilège énorme que ça a été pour nous de jouer dans un lieu pareil. Et je pense que ça ne se reproduira pas de sitôt. Le prochain morceau, qui s'appelle Rendez-vous 2, est, je dirais, sur scène une sorte de morceau de bravoure, c'est-à-dire un morceau que j'ai vraiment composé à l'époque de Rendez-vous pour la scène, qui à la fois a une énergie, mais un côté un petit peu, je dirais, épique dans la structure du morceau. Il est fait conçu en plusieurs parties, vraiment comme un morceau classique, mais avec un côté un peu rock, même s'il n'y a pas vraiment de batterie. Toute la partie rythmique est faite par les trombones, par aussi toutes les percussions d'orchestre. Et c'est un morceau qui a beaucoup d'énergie sur scène, et il en a d'autant plus que quand vous êtes accompagné par des musiciens pareils. Et ce morceau que j'ai joué dans de nombreux concerts, à chaque fois prend une dimension différente selon le lieu, et c'est particulièrement vrai pour celui-là. Et puis c'est un mélange vraiment pour moi d'électronique extrême, avec l'intervention de la harpe laser, vraiment de vieux synthés analogiques, d'instruments acoustiques, et avec la présence de l'orchestre, bien sûr. Et puis j'ai toujours senti une grande possibilité avec ce morceau de m'exprimer de manière visuelle aussi. La musique, comme on le sait, fait jaillir des images dans la tête de chacun. C'est d'ailleurs le privilège de la musique et de la littérature aussi par rapport à n'importe quelle forme d'expression, c'est-à-dire de pouvoir laisser l'auditeur libre de créer ses propres images ou d'en créer soi-même. Et c'est dans ce cas, et dans le cas du concert de Pékin, j'ai eu l'idée, en hommage à mon pays, à la France, d'utiliser un certain nombre de phrases très courtes de Victor Hugo, de Descartes, de Jean-Paul Sartre, enfin d'auteurs qui ont marqué notre histoire littéraire, notre culture et l'histoire de nos idées, et de les partager avec un public chinois qui, même s'il ne comprend pas le français, connaît un certain nombre d'auteurs, comme Victor Hugo par exemple, ou Alexandre Dumas, et puis en même temps aussi de pouvoir, même à travers la symbolique universelle que nos idées charrient depuis des siècles, pouvoir justement les partager avec le public chinois en les traduisant à certains moments. Donc c'était un mélange à la fois de caractères occidentaux et puis d'idéogrammes chinois qui avaient une valeur en même temps graphique. Avec un des moments forts de ce morceau où, comme on peut le voir à l'écran en ce moment, les mots liberté, égalité, fraternité se sont affichés en énorme dans la cour de la Cité Interdite, avec tout ce que cela peut signifier de notre part, d'aller prononcer, d'aller placarder ces mots, ces valeurs au cœur de la Cité Interdite, au cœur de Pékin, au cœur de la Chine aujourd'hui.
avec tout ce qu'on se connaît de son histoire passée et récente. Et je crois que de ce point de vue, la mission qui m'était confiée par l'État français, de pouvoir justement ouvrir l'année de la France en Chine sans naïveté, dans un pays qui aujourd'hui a encore un certain nombre d'ambiguïtés, c'est peu de le dire, avec les droits de l'homme, de pouvoir justement exprimer sans agressivité, mais avec fermeté, ce en quoi nous croyons. Et c'était pas facile de pouvoir arriver dans un cadre officiel à faire passer ce genre d'idées. On a négocié beaucoup. Ils voulaient d'ailleurs que ces mots soient retirés. J'ai accepté de retirer la traduction en chinois, mais pas les mots en français. C'est terminé comme ça. D'autres phrases, comme par exemple « je pense donc je suis » ou un certain nombre d'autres phrases, elles étaient traduites en chinois, avec tout ce que ça peut signifier, encore une fois, en Chine. En revanche, comme on le verra dans la deuxième partie, j'ai prononcé ces 3 mots, liberté, égalité et fraternité, en chinois sur la place Tiananmen, ce qui a évidemment une portée tout à fait particulière, puisque ces 3 mots en français et en chinois étaient le slogan des étudiants à l'époque de la révolution de 89, qui a été réprimée dans les conditions que l'on sait. Alors c'est en fait le premier morceau que j'ai composé pour la harpe laser, et c'est vraiment la harpe laser intervient vraiment comme un instrument soliste et complètement intégré dans un arrangement qui n'est pas nécessairement au départ attendu, et qui apparaît dans une des parties de ce morceau, qui a encore une fois une sorte de structure symphonique. Et c'est un genre de structure de morceau sur lequel je voudrais bien revenir dans peut-être un prochain album, c'est-à-dire d'avoir un morceau qui puisse durer comme ça 15 ou 20 minutes, qui soit pas linéaire, mais qui soit vraiment construit de manière assez symphonique au fond. C'est quelque chose qui n'existe plus beaucoup dans la musique actuelle. Alors je parle de la musique rock ou dans la musique pop ou électronique. Là, il y a soit des musiques qui sont ambiantes et assez linéaires, faites à partir de patterns dans la musique techno ou house ou autre, soit des chansons qui sont très formatées avec des couplets et des refrains, des morceaux comme ça qui peuvent se développer sur 15-20 minutes sans être linéaires. On n'en trouve plus beaucoup. Je pense que ça vient certainement de cette espèce d'instinct ou de tendance au zapping dans tous les domaines, y compris dans la composition musicale, où on passe très très vite d'une idée à une autre, et on a de moins en moins l'opportunité ou l'instinct ou l'intuition de développer une idée sur la longueur. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je pense ce genre de concert réunit autant de gens. C'est-à-dire qu'à une époque où on zappe beaucoup, où les choses sont répétées à l'infini, où tout est à disposition, tout peut s'archiver, le fait de pouvoir se réunir une seule fois, sans deuxième chance, ni pour moi qui suis sur scène, ni pour le public, a quelque chose d'assez magique qui renoue avec la tradition de ce que, pour moi, devrait être le spectacle, c'est-à-dire une rencontre unique entre le public et des artistes. Et ce mélange qu'on peut voir, c'est-à-dire cette espèce de côté assez dramatique et sur le plan musical, avec un côté visuel qui est au fond assez festif, cette espèce de contraste est sans doute ce qui m'intéresse le plus, moi, dans la composition musicale ou visuelle, c'est-à-dire cette espèce de contradiction ou de juxtaposition entre une forme de gaieté festive et une forme de nostalgie ou de côté assez poignant
et assez dramatique. Ce mélange-là fonctionne assez bien et c'est d'ailleurs, je crois, dans tous les domaines, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la littérature, enfin, ce qui me touche le plus. Cette espèce de juxtaposition des contraires entre une forme de positivité ou de gaieté avec un fond de tristesse ou de nostalgie ou d'émotion. Alors ce qu'on prend pour des confettis, qui en fait sont des papiers blancs, sont aussi très liés à la tradition chinoise. Les papiers blancs sont beaucoup utilisés, ils représentent toutes sortes de symboles différents en Chine. Donc c'était une manière aussi d'occuper l'espace d'une autre manière qui était pas anecdotique en l'occurrence. J'étais vraiment heureux de saluer le public en compagnie d'abord de ces deux chefs d'orchestre qui sont absolument fantastiques, et puis Patrick Rondat, des différents solistes de cette soprano, le ténor, la petite fille aussi qui est intervenue dans Souvenir de Chine. Les autres musiciens comme Claude Samar, comme Francis Rimbert, en fait ne sont pas là parce qu'ils sont déjà partis place Tiananmen dans un van, 2 morceaux juste après le dernier morceau, pour pouvoir être sur la prochaine scène avant moi, et que je puisse les rejoindre aussi vite que possible, puisque n'oublions pas qu'on était en direct sur la télévision chinoise et il fallait réduire au maximum le temps entre les deux parties, entre les deux parties du concert et entre les deux scènes. Donc si vous voulez en savoir plus sur la place Tiananmen, je vous conseille de retourner au menu et d'aller avec moi sur la place Tiananmen. Je vous rejoins dans quelques instants. À tout à l'heure.